Cosa Vostra. J'avais acquis cette liberté que je m'étais prouvé que je pouvais faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, t'as dépassé des freins personnels aussi ? C'est ça que t'es en train de dire ? Complètement. Ok. En fait, je pensais pas que j'en étais capable. Et le tour du monde... En fait, honnêtement, avant mon tour du monde, j'étais jamais partie vraiment en sac à dos. Tu vois, je partais en voyage avec des copains, au Club Med de temps en temps, en famille. Voilà, j'ai jamais fait de backpack avant mon tour du monde. Alors là, je suis partie en mode backpack. J'ai fait des hôtels, des auberges de jeunesse que je n'avais jamais fait. J'ai dormi dans des dortoirs. Enfin, j'ai fait des choses qui étaient géniales, mais que j'avais jamais fait avant. Et en les faisant, je me suis dit, OK, en fait... il faut juste se lancer. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier et très heureux particulièrement parce que je reçois une vieille amie, enfin une amie de longue date, Nathalie Mellet. Salut Nathalie, ça va ? Salut Laurent. Nathalie est la fondatrice de Lily & Co, qui est une marque de bijoux colorés et ensoleillés, inspirée de ton histoire, inspirée du voyage et des îles, mais on y reviendra. Pourquoi je suis particulièrement heureux ? Parce que ça fait un bout de temps que je cours après Nathalie pour qu'elle vienne raconter son histoire que je trouve formidable et très très inspirante pour pas mal de raisons. La première, c'est qu'on me fait souvent le retour que je reçois des entrepreneurs, des énormes entrepreneurs, et je passe un petit coucou du coup à Léa, la fondatrice de Maison Blanc Coton, qui est une amie de Nathalie. Oui. Ça. En fait, qui m'a vraiment encouragée à venir te voir en me disant qu'elle serait ravie d'entendre mon parcours. C'est pas une amie en fait, c'est quelqu'un qui me suit depuis quelques années, qui a une boutique et du coup on échange assez régulièrement via Instagram. Et aujourd'hui, elle distribue mes bracelets et elle m'a vraiment encouragée et indiqué qu'elle serait ravie d'entendre mon parcours. Elle faisait une remarque à Nathalie et que Nathalie m'a transmise, c'est que elle adore le panier. Merci beaucoup Léa. Mais je reçois très souvent des énormes entrepreneurs qui font des millions de CA et que ce serait intéressant d'avoir plus souvent, et je crois l'avoir fait dans le passé, surtout la semaine dernière avec Kaina, la fondatrice de Conjac, mais des histoires un peu plus des histoires de solo entrepreneurs éventuellement, mais dans d'autres dimensions. Et c'est ce que va nous raconter Nathalie. Donc Nathalie a fondé cette marque de bijoux qui s'appelle Lily & Co, que je vous invite à aller découvrir, LILIEANDKOH.com. Tu nous expliqueras le nom d'ailleurs, oui. Je te poserai la question. Pas des plus, hein. Elle s'est lancée il y a quelques années. Après une première expérience chez Boucheron, puis chez Cartier à Londres, puis chez Lynx, mais on y reviendra. Elle fait un tour du monde et décide de lancer cette marque. Aujourd'hui, tu es indépendante. C'est un peu le sujet en fait. On va parler de liberté, on va parler de croissance raisonnée et à ton rythme. On va surtout parler d'être maîtresse de ta destinée, ce que je trouve hyper intéressant. Alors c'est pas facile. Moi, je te vois, t'es une grosse travailleuse, t'as toujours été une grosse travailleuse, et tu bats le pavé, tu traînes dans le froid sur les marchés de Noël, t'as testé les centres commerciaux, t'as fait des ventes Tupperware. Exactement. J'ai à peu près tout testé. T'as fait du Etsy, et aujourd'hui ça marche. Enfin, ça marche depuis longtemps d'ailleurs, depuis presque le début. Tu es libre, indépendante, financée. Ouais. Je dirais que ça marche à mon niveau, c'est-à-dire que je trouve que la notion de ça marche ou tu en vis, c'est toujours extrêmement personnel parce que certaines personnes peuvent vivre estiment qu'en dessous de 4 000 € par mois, on vit pas. Moi, dès le début, je m'étais fixé des objectifs, c'est-à-dire d'être indépendante au bout d'1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai eu la chance d'avoir le chômage d'aide à la création d'entreprise. Donc, je savais que c'était une période qui me permettrait de tester.
et d'évaluer si mon projet était raisonnable ou si c'était un rêve. Et j'avais ce côté assez marketing et business, parce que j'ai fait une école de commerce, qui restait quand même en moi et qui me faisait dire que si ça ne marchait pas, je continuerais pas. Aujourd'hui, j'en vis. Donc, c'est une question qui revient assez souvent et que tout le monde se pose. Je pense que les gens m'imaginent un peu littéralement en train d'enfiler des perles chez moi pour préparer 3 ou 4 bracelets par semaine. Ça participe au storytelling, non ? Ça participe au storytelling et je fais mes protos, je dessine mes nouvelles collections, je vais dans les ateliers, j'enfile des perles, mais je prépare pas 3 ou 4 bracelets par semaine. C'est un peu l'idée que les nouvelles personnes que je rencontre peuvent me poser, tu vois. Et t'en vis, comment ça va ? J'en vis. C'est une question qu'on poserait pas à des salariés et étonnamment, c'est une question qu'on pose à des entrepreneurs de façon assez libre, en fait. Et tu veux nous raconter tout ça, mais en tout cas, ça te permet de vivre correctement. Tes bracelets sont produits à Bali. Ouais. Ça te permet de faire 1 ou 2 allers-retours par an pour aller trouver des fournisseurs, revoir les fournisseurs, lancer des nouvelles collections. Enfin, voilà, je trouve ça passionnant. J'aimerais que tu nous racontes comment tu l'as fait. Il y a de plus en plus autour de nous. C'est peut-être l'âge, je suis un vieux, mais cette quête du sens, c'est des gens qui me disent j'aimerais me lancer, mais je sais pas quoi faire. C'est pas si compliqué. Trouve ta passion, lance-toi. Ce sera compliqué ensuite. Je dis pas que tout le monde peut réussir, mais que ça demande beaucoup de travail. Mais tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais et tu en vis. Et je trouve ça passionnant. Merci Nathalie d'avoir enfin accepté l'invitation. Tu es assez prude et c'est pour ça que tu as repoussé jusqu'à présent. Ça fait 6-8 mois que je te demande. Je suis content que tu sois là. Pourquoi tu as quitté Cartier ? Pourquoi j'ai quitté Cartier ? J'ai travaillé 4 ans chez Cartier. J'étais responsable marketing opérationnel à Londres. Donc, je travaillais vraiment sur le marché UK. J'avais une approche surtout opérationnelle dans le marketing et j'avais vraiment envie de travailler plus proche du produit. Donc, j'avais envie de travailler sur le développement. Et ça m'a amené ensuite à rejoindre Lynx, qui est une marque anglaise, qui est vraiment une marque anglaise importante. C'est Lynx of London. Lynx of London, exactement. Qui fait du bijou en argent et en or. Donc, c'est pas de la fantaisie, mais c'était vraiment une step en dessous de Cartier, en tout cas. Et j'ai rejoint Lynx pour travailler sur tout le développement produit et la stratégie. Et j'y suis restée 5 ans. Donc, j'ai commencé en tant que chef de produit. Ensuite, j'ai été responsable du studio, enfin, studio manager. Et ensuite, j'ai été responsable de tout le développement produit. Donc, en contact avec tout le développement qui se faisait essentiellement en Asie et en Grèce, puisqu'on appartenait à un groupe grec. Toute cette approche vraiment plus produit, stratégie et développement, c'est vraiment ce qui me plaisait particulièrement. C'était vraiment être au plus proche du produit, briefer les designers pour travailler sur toutes les nouvelles collections, travailler avec les marchés pour avoir des informations sur les nouveaux besoins, comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, analyser les tendances. Voilà, c'était vraiment ça qui me plaisait. Et ma passion, c'était le bijou et c'était ce qui m'en rapprochait le plus. Et ensuite, au bout de 5 ans, j'ai eu envie d'autre chose. T'as bossé combien de temps du coup chez Lynx, pardon ? 5 ans. Ah d'accord, c'était en tout. En fait, j'ai fait 4 ans chez Cartier, quasiment 5 ans chez Lynx. Je suis restée 8 ans, ouais. Plus un peu de boucheron avant, donc t'as bossé 10 ans avant de te dire, tiens, je me mettrais bien à mon compte. Exactement. T'avais quel âge ? Pardon, on n'a pas le droit de non, on n'a pas le question, d'accord. Donc t'as bossé 10 ans avant de... On n'a plus le droit de poser cette question, donc ça te donne une idée. Voilà. En fait... J'ai jamais vraiment pensé que je me mettrais à mon compte, pour être tout à fait honnête. C'était pas un rêve. L'idée d'être entrepreneur, indépendante, c'était pas forcément mon rêve. Pendant 10 ans, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre beaucoup. Ce sont des belles écoles. Ce sont des très belles écoles. Cartier Lynx. Exactement. En fait, j'ai toujours suivi, si tu veux, un espèce de chemin qui m'a un peu toujours été tracé. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que le milieu de l'entreprise, c'est ce qui me plaisait le plus, le produit aussi. Mon père étant chasseur de tête, il m'a fortement orientée vers une prépa et une école de commerce. Comme ma sœur, on a fait la même école d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, j'étais sur ce chemin qui me convenait plutôt, sans trop me poser de questions. J'avais quand même une certaine idée que je me sentais un peu coincée en termes de temps. Si tu veux, à Londres, j'avais genre 5 semaines de vacances. Alors, je suis pas du tout une glandeuse, mais ces 5 semaines de liberté par an, elles me convenaient pas. En fait, c'est une des premières choses qui, dans ma tête, vraiment commençait à me dire comment je pourrais travailler autrement
pour travailler librement. Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée, mais je travaille selon mes envies à moi. À ton rythme. À mon rythme. Et ça, déjà, c'était à Londres, si tu veux, c'était quelque chose qui... Donc voilà, donc c'était pas l'idée je veux être entrepreneur, c'était en fait comment je peux travailler différemment pour travailler comme moi je le souhaite, où je le souhaite, parce qu'aujourd'hui, en temps normal, je vais 2 fois à Bali pour travailler avec les ateliers sur toutes les nouvelles collections. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais j'attends patiemment. Si j'ai envie d'aller dans le sud, à Nîmes, d'où je suis originaire, 1 semaine pour bosser, je le peux. En fait, voilà, cette liberté, c'était quelque chose que je cherchais, mais que je n'avais pas vraiment identifié comme OK, je vais monter mon business. Et comme j'avais cette passion du produit et du voyage, je suis partie faire un tour du monde parce que j'avais envie d'un break et justement, je savais pas trop ce que je voulais faire après Lynx. Je réfléchissais, je me disais OK, est-ce que je rentre en France ? C'était pas forcément un grand oui. Est-ce que je trouve un nouveau boulot à Londres et ça veut dire que je m'engage pour au moins 2 nouvelles années ? Est-ce que je pars à l'autre bout du monde ? En fait, je savais pas. Je me suis un peu posée, j'ai eu plein d'idées et à un moment, je me suis dit, OK, le tour du monde, ce sera ma prochaine étape. Donc, tu quittes Lynx et tu pars pour un tour du monde d'1 an, c'est ça ? Ouais, exactement. OK. C'est cool, ça. C'est le rêve de beaucoup de gens. C'est très cool. C'est plus que cool. En fait, j'ai vraiment vécu pendant... Donc déjà, la phase de préparation, elle est très cool aussi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai décidé de quitter... 6 mois avant de partir, j'ai commencé à vraiment y réfléchir et à comment bien quitter Lynx pour ne... Voilà, je suis pas partie du tout sur un coup de tête, en fait. J'ai vraiment mûri cette décision. Tout le monde me disait, c'est génial, bravo, mais est-ce que tu es bien sûr de vouloir quitter un CDI, un boulot à Londres stable, un appartement, etc. En fait, les gens te renvoient toutes les raisons pour lesquelles eux ne le feront jamais. Et donc, j'ai commencé à en parler uniquement quand j'avais vraiment confiance en moi et en mon choix, quoi. Donc, le tour du monde, t'as 6 mois de préparation, entre guillemets, qui sont géniaux aussi, en fait. Donc, ça commence bien avant. Et l'année de tour du monde, c'est une vraie année de liberté. À ce moment-là, tu sais déjà ce que tu vas faire ensuite ou pas ? Pas du tout. En fait, alors... Donc, c'est aussi une année de réflexion. C'est une année de réflexion. En fait, si tu veux, dès le premier, indépendamment de mon tour du monde, en 2007, je suis partie à Bali avec une de mes meilleures copines pendant 10 jours. Et déjà, quand j'étais à Bali à cette époque-là, j'avais acheté des perles, j'avais acheté des choses... En fait, j'avais déjà un peu en tête cette idée qu'un jour, peut-être, je monterais une marque. Ça, c'est 2007 ? 2007. Et Lily & Co, tu l'as fondée en 2015 ? 2015. Ok. Donc, en fait, en 2007, et je me souviens très bien, je rentre, un de mes avions qui me ramène en France après ce voyage, je me souviens, griffonner dans un cahier que j'avais acheté là-bas, un nom de marque. Tu vois, des noms de marque. Je pensais... Donc, tu l'avais déjà un peu en toi, quoi. Je l'avais déjà un peu en moi, mais je pense qu'en fait, si tu veux, le tour du monde m'a permis... déjà de passer une année de liberté incroyable. Dans chaque pays, en fait, j'ai un peu... je me suis intéressée à tout l'artisanat en termes de bijoux. Donc ça, c'était purement une passion. Hein. C'était pas en ayant en tête, OK, quand je rentre en France, j'en ferai quelque chose. Donc c'était vraiment en moi. Et j'ai perdu le fil. L'année de voyage, tu l'avais déjà en tête avant de partir. L'année de voyage. Voilà. Le bijou, si tu veux, je l'avais déjà en tête en 2007. Ensuite, durant mon tour du monde en 2013... c'était toujours en moi. Et en fait, quand je suis rentrée de mon tour du monde, je me suis dit, OK, cette année de liberté, c'était exceptionnel, c'est incroyable. J'ai vécu des choses que je ne... magiques. J'ai rencontré des gens incroyables. Et je me suis vraiment dit, je pensais jamais faire ce tour du monde. Maintenant que j'ai fait ce tour du monde, que j'ai acquis cette liberté, je vais me lancer dans ce projet que je ne pensais jamais faire. En fait, c'est vraiment le tour du monde qui m'a donné le petit truc en plus. Est-ce qu'il y a un côté s'affranchir des liens qui te retiennent au quotidien Complètement. En fait... Enfin, pour prendre de la distance par rapport à tout ce qui pourrait te pousser à revenir à... En fait, si tu veux, moi, quand j'étais à Londres, j'étais vraiment... Enfin, j'ai adoré mes années à Londres, j'ai adoré tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et je suis plutôt bien. Donc, je garde le même... Enfin, tu vois, je garderai le même parcours. Mais... je me sentais un peu coincée, en fait, dans ma vie de salariée et tout ça. Et en fait, le tour du monde m'a fait goûter à une liberté, mais incroyable, que je savais que je ne retrouverais pas dans mon quotidien, hein, parce que tu décides pas d'un matin à un autre de partir à cette ville. Enfin voilà, je choisissais vraiment au fur et à mesure mon parcours. Donc ça, je savais qu'évidemment, ça ne serait plus dans mon quotidien. En revanche, je savais que j'avais
acquis cette liberté que je m'étais prouvé que je pouvais faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. T'as dépassé des freins personnels aussi? C'est ça que t'es en train de dire? Complètement. Ok. En fait, je pensais pas que j'en étais capable. Et le tour du monde... En fait, honnêtement, avant mon tour du monde, j'étais jamais partie vraiment en sac à dos. Tu vois, je partais en voyage avec des copains, au Club Med de temps en temps, en famille. Voilà, j'ai jamais fait de backpack avant mon tour du monde. Alors là, je suis partie en mode backpack. J'ai fait des hôtels, des auberges de jeunesse que je n'avais jamais fait. J'ai dormi dans des dortoirs. Enfin, j'ai fait des choses qui étaient géniales, mais que j'avais jamais fait avant. Et en les faisant, je me suis dit, ok, en fait, il faut juste se lancer. C'est beau, il faut juste se lancer. Je note, on est à 13 minutes 52, ça fera une belle virgule. Alors, je fais une parenthèse, mais moi, j'ai eu l'occasion de le faire aussi un peu plus jeune. C'était juste après les études, donc 23 ans, un truc comme ça. J'ai dû partir 1 an en Asie du Sud-Est. J'avais un billet aller, j'avais pas de billet retour. J'étais en open. Mais alors, je rebondis juste sur ce sentiment de liberté. J'ai jamais eu avant ça, et jamais retrouvé depuis, malheureusement, ce même sentiment, ça veut pas dire que je le regrette, mais ce même sentiment de liberté, et je pense qu'il y a un lien avec l'entrepreneuriat. J'ai dû bosser moi 6-7 ans pas à mon compte, disons, pour des boîtes, Lafarge puis Air France, avant de me lancer, mais ce sentiment de liberté, je l'ai retrouvé au moment de l'entrepreneuriat, qui est aussi une incroyable... Enfin, c'est effrayant d'être libre. Ouais. Et de pas savoir dans quelle ville ou quel business tu vas signer, tu vois, dans quelle ville tu vas atterrir quand tu voyages. Voilà. Mais je pense qu'il y a un lien fort. Hop, je me mets mon timestamp. Donc, tu reviens de voyage, avec les idées claires sur ce que tu vas faire? En fait, je reviens de voyage. C'est quoi la genèse du coup de Liliane Co? En fait, j'ai terminé mon voyage à Bali. J'étais censée le terminer ailleurs, mais en fait, j'arrive à Bali. Donc, je retrouve cette île qui est quand même une île... extrêmement riche en plein de choses, en ondes positives, en énergie incroyable, en artisanat aussi. En fait, il y a à peu tous les artisanats que tu peux envisager existent dans l'île, et il y a vraiment presque une ville en fait qui y est associée. Donc moi, évidemment, je me suis penchée sur les bijoux. C'est quoi la ville associée? C'est Ubud? Non, Ubud, tu vois, qui est un peu le centre, on va dire, culturel. Mais en fait, après, dans chaque petit village autour, t'as un village spécialisé dans le bijou argent, t'as un village spécialisé dans la sculpture, un village spécialisé... Tu vois, enfin voilà, t'as vraiment des zones, comme à Paris, tu vois, la rue du Temple, c'est la rue où t'as tous les revendeurs de bijoux chinois, par exemple. Là-bas, t'as vraiment des zones, des rues où t'as que des bijoutiers, que des vendeurs de n'importe quoi, de chaussures. Voilà, t'as vraiment des zones très identifiées. Moi, j'étais à Ubud, je faisais du yoga, je découvrais le yoga, enfin voilà, le vrai cliché sur Ubud. Et en face du studio de yoga où j'allais tous les jours, j'ai découvert une boutique et une femme qui tenait cette boutique, et j'ai commencé à lui demander si elle pourrait me faire des protos, en fait, si tu veux partir de ces bijoux, mais d'autres couleurs, d'autres déclinaisons, etc. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc ça, c'est durant mon tour du monde. Donc j'ai fait quelques protos, je lui ai commandé du stock en me disant, je les présenterai à mes copines, on verra. Je me suis... un peu blessée, rien de grave du tout, mais dans une espèce de soirée très Ubud où il n'y a ni alcool, ni drogue, mais où tu as l'impression que les gens sont les plus perchés de la Terre. Mais génial. En fait, je me suis blessée, si tu veux, je suis tombée en arrière dans une espèce de rebord de petite piscine, enfin, qui contournait la maison, et je me suis ouvert le pied. Et en fait, 2 jours après, j'étais censée partir en Thaïlande pour finir mon tour du monde sur un stage de wakeboard, pour finir sur une note... pas du tout philosophique, c'est-à-dire, ok, couper, si tu veux, avec le voyage et tout le sens qu'il pouvait y avoir derrière, faire quelque chose de sportif pour me penser à autre chose. Et en fait, je me suis ouvert le pied, ce qui fait que je suis restée à Bali 3 semaines de plus. Et c'est durant ces 3 semaines, en fait, que j'ai vraiment collaboré de plus en plus avec cette responsable de la boutique. Et que j'ai vraiment fait plus de bijoux que ce qui était prévu, et que je suis rentrée en France de mon tour du monde avec pas mal de bijoux et d'idées Et voilà, ça a commencé comme ça. T'as fait du développement produit pendant ce mois que t'as passé. Exact. Ce mois, mois et demi au final. Un peu plus d'un mois, ouais. Du coup, pas avec des producteurs, avec une vendeuse. Enfin, avec une boutique déjà. En fait, avec une boutique, mais là-bas, si tu veux, elle faisait aussi ses propres produits. Donc, et après, il y a certains protos que je lui ai demandé qu'elle faisait avec vraiment des fournisseurs. Donc, j'avais pas de fournisseur direct. J'étais pas encore en direct, si tu veux. Il me manquait
un vrai intermédiaire, mais en tout cas, voilà, c'était complètement par hasard. Je te dis, en face de mon studio de yoga, voilà, ça semble un peu, c'est hyper cliché, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Non, mais c'est fun, c'est un hasard, et je crois qu'on y reviendra d'ailleurs dans cet épisode, dans ce podcast, mais le hasard des rencontres qui fait ta croissance. Alors, une question, j'aurais pu te la poser plus tard, mais maintenant qu'on y est, t'es protégé en termes de propriété intellectuelle? Alors, qu'est-ce qui empêche cette nana, cette boutique de... Alors, pardon, je fais une parenthèse, mais... Donc une parenthèse dans la parenthèse. Lily & Co a fait pas mal de produits qui marchent bien. Il y en a un qui est, je pense, emblématique, c'est le jonc. Exactement. Tu peux le décrire? De la collection Tao. En fait, donc chaque collection a un nom d'île, hein, donc c'est pour ça que voilà, j'ai appelé ce jonc le jonc Tao. En fait, c'est un jonc qui est coloré et l'idée, c'est d'emporter plusieurs avec des couleurs aussi bien flashy que des couleurs plus classiques qui te permettent de vraiment accessoiriser en fonction de ta tenue, de la saison, qui peut plaire aussi bien à ta sœur ou ma maman, enfin voilà, qui a vraiment un côté assez classique, mais aussi qui peut être très fun et mode. Ok. Qu'est-ce qui empêche cette boutique ou tes producteurs de faire la même chose? La confiance, ouais. Déjà, c'est important. Point. C'est pas mal la confiance. C'est déjà pas mal. Ensuite, en fait, il est vraiment très dur de protéger des produits. Enfin, tu vois, je pense à par exemple Ipanema quand elles ont lancé leur manchette qui était hyper iconique il y a quelques années maintenant. Enfin voilà, c'était protégé, mais ça a été aussi extrêmement copié. Il y a plein. C'est hyper dur de protéger un bijou. Je l'ai protégé avec l'INPI en faisant certaines démarches. Mais si vraiment quelqu'un a envie de te copier, honnêtement, il suffit de changer 2-3 cm par-ci par-là, de faire des choses. Donc voilà. Et en vrai, le temps des démarches est beaucoup plus long que le temps de la copie et de la vente. Ouais. Il peut y avoir 10 000 produits qui sortent d'un atelier en Chine. Exactement. Le temps qu'ils soient vendus, tu n'auras pas le temps de te retourner. Ouais. Quand j'étais chez Lynx, pour te donner une idée, on déposait tous nos gros dessins, on va dire, tous nos dessins les plus importants. C'était assez hallucinant parce qu'on avait lancé une édition limitée pour la Saint-Valentin d'un produit qui s'appelait le Friendship Bracelet, qui était un des produits iconiques de Lynx. La copie est sortie avant notre produit en boutique. C'est fou. Et en fait, c'est donc au sein de l'usine, tu vois, en Chine, qui était une usine avec laquelle on collaborait depuis très longtemps, en Chine, mais avec, voilà, vraiment éthique, etc. Mais t'as quelqu'un, un salarié, enfin voilà, ça a fuité et le dessin a été volé et fait dans une factory, enfin tu vois, dans une usine complètement fake, et le produit est sorti avant. Donc c'est pour te dire que, en fait, c'est hyper dur. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez challenging en vrai. Ok, alors Ipanema, je reprends cet exemple. D'ailleurs, si vous m'écoutez, mesdames les fondatrices de Ipanema, je vous recevrai avec plaisir. On est sur l'autre bout de l'échelle, du scope oui, par rapport à Lily & Co en termes de développement. Mais Ipanema crée une marque autour de ce bracelet qui est assez iconique, avec un aimant pour se refermer. Exactement. Si je vois une copie, je me dirais c'est une copie parce que je connais Ipanema. Donc elles ont travaillé la marque. Ouais. Toi, est-ce que du coup tu as travaillé la marque? Et du coup ça m'amène à une question aussi, c'est pourquoi Lily & Co? Alors, est-ce que j'ai travaillé la marque? J'espère. C'est un peu à toi de me le dire. Pourquoi Lily & Co? Lily, c'est un petit surnom de Nathalie, et Co, qui veut dire île en thaïlandais. Et donc, c'était pour expliquer que c'est des bijoux inspirés du voyage des îles, donc très colorés, ensoleillés, et un peu un jeu de mots aussi sur Co en anglais. Voilà. Est-ce que j'ai travaillé la marque Alors, pardon, la question était mal posée, tu as raison de le souligner, mais comment est-ce que tu as travaillé cette marque à ton lancement, quand tu reviens en France? Ce qui me mène un peu aussi, est-ce que tu as défini ton why? Pourquoi Lily & Co? En fait, si tu veux, moi, j'ai eu envie de créer j'ai eu envie de créer, oui, mon métier, c'est-à-dire je voulais allier ma passion pour les bijoux. Alors, plutôt les bijoux fantaisie, parce que c'est vraiment ce qui m'animait. Parce que de Boucheron Quartier à Lily & Co. Exactement, c'est rien à voir. Les prix, c'est quoi? Je suis entre 10 et 50 euros. Voilà, c'est ça. Donc pas entre 5 000 pour un bracelet Love. Exactement. En fait, j'avais vraiment envie que ce soit des bijoux fun, colorés, que tu puisses accessoiriser, porter tous les jours, qu'ils soient un petit cadeau facile, etc. Donc ça, c'était plus d'un point de vue commercial, on va dire. D'un point de vue personnel, c'est une vraie passion pour les bijoux. Et j'ai aussi une passion pour le voyage. Et donc, j'ai voulu allier, en fait, un peu ces deux passions. Et donc, je fais faire tous mes bijoux en Asie. Donc ça, c'est pas le but et pas de voyager tous les ans. Hein. C'est un peu ce que me disaient
certains de mes amis, au début, quand je partais, ils me disaient « Ah, tu vas choisir des nouvelles couleurs de fil ». Non, je vais pas choisir des nouvelles couleurs de fil, je vais faire des nouvelles collections. Mais si tu veux, c'était un peu la blague parce que je pars normalement 2 fois par an pendant 1 mois. Donc, si tu veux, c'était voilà. Donc, mon but, c'était d'allier ces 2 univers, des bijoux colorés, ensoleillés. C'est d'ailleurs assez marrant parce que c'est un peu le leitmotiv de beaucoup de marques de bijoux, en fait. C'est des bijoux inspirés du voyage. Donc, quels que soient les voyages des autres marques, t'as pas mal de marques, en fait, qui se sont lancées sur cette idée-là. Ok. Tu reviens de Bali, tu es en France, tu as des bracelets dans ton sac. Ouais. What's next? En fait, je suis rentrée de mon tour du monde parce que j'avais le mariage de 2 de mes meilleurs amis, donc 2 mariages consécutifs où j'étais témoin. Donc c'était bien parce que ça voulait dire qu'il fallait que je rentre. Je savais que j'avais une vraie deadline. Et du coup, ce qui était très cool, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé beaucoup de mes amis durant ces événements. Et j'étais dans des maisons, des hôtels avec mes copines. Et du coup, pour le coup, vraiment, je sortais de mon sac mes bijoux en leur disant, voilà, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux mettre quelque chose pour la cérémonie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît, etc. Tu les offres? Je les offre. Après, t'as les copines des copines qui t'en demandent. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que tes copines, tu te dis au début, elles sont pas hyper objectives. Même si elles m'ont toutes dit, OK, si on n'avait pas aimé, voilà, on en aurait pris un, mais on n'en aurait pas pris plus, quoi. Donc voilà, mais petit à petit, tu acquiers un peu de confiance dans tes produits. Une de mes copines, ensuite, m'a aussi proposé, durant le brunch de son mariage, tu veux, de faire une espèce de vente un peu improvisée. Donc voilà, donc j'ai fait des choses. Le brunch de son mariage, et t'étais invitée? J'étais invitée. Au mariage. En fait, je lui avais dit non, en lui disant, non, mais attends, on peut pas faire ça quand même. Enfin, j'étais hyper mal à l'aise. Et du coup, je l'ai pas vraiment fait. Mais en fait, j'avais, comme pas mal de mes copines, on n'avait pas eu le temps de se voir durant le week-end et que je leur présente les trucs. Et du coup, si tu veux, j'avais ramené au dessert, en gros, un petit sac en disant à mes copines ultra proches, genre ma table, prenez ce que vous voulez, quoi. Et en fait, t'as eu, 15 femmes du mariage invitées, tu vois, les mamans, les tantes, les cousines qui sont venues aussi. Et du coup, ça s'est transformé en espèce de vente, tu vois, un peu Tupperware improvisé durant le brunch. Cette fois? Cette fois, vente, okay. Ouais. Avec évidemment toujours prix d'amis, de friends and family, quoi. Pour avoir un ordre de grandeur, de ton premier voyage, du coup, tu reviens avec combien de produits? Je reviens peut-être avec pas grand-chose, tu vois, 500 € de marchandises en valeur d'achat. Donc, je reviens peut-être avec, 200 produits, 200 unités, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, c'est en été. Donc, t'es vraiment en mode test and learn à ce moment-là. Je suis en même... mais complètement. Pas dit, okay. En fait, si tu veux, ce mode-là, il a duré presque 1 an et demi, en fait. Je suis rentrée de mon tour du monde, je fais ça, je teste un peu mes amis, ma sœur qui organise avec ses copines des apéros pour leur présenter, toutes mes copines aussi qui ont fait des apéros type Tupperware, enfin vraiment, tu vois, ma maman, enfin tout mon entourage hyper supportive, même si beaucoup en doutaient aussi. Tu vois, une des premières choses que ma sœur m'a dites après mon retour de Hong Kong, quand je suis retournée en septembre, c'était « Ok, mais pourquoi tu fais pas un business plan ?» J'étais parce que je sais pas comment faire un business plan quand t'as pas encore ton produit, en fait. Donc, je rentre de mon tour du monde. Je repars à Hong Kong au mois de septembre pour participer à un des plus gros salons de bijoux fantasy. Mon but, c'était de trouver des fournisseurs. Et là, ça me renvoie vers Bali, en fait, où je rencontre là pour des vrais fournisseurs, entre guillemets, plus un intermédiaire. Et donc, je retourne à Bali et j'y passe 1 mois. Le premier vrai mois où là, je commence à bosser avec des fournisseurs. Je vais taper aux portes. Je trouve plusieurs fournisseurs différents avec qui je commence à travailler sur des choses. Avec quel objectif en termes de volume? Pas d'objectif. Non. T'es revenu de ton tour du monde, t'as des produits, tu test and learn et ça marche bien en cercle 1, 2 et 3. Ouais. Si ça marche bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant. Quand tes amis t'achètent, c'est pour te faire plaisir. C'est ça. Il est possible que ce soit pour te faire plaisir. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un billet. Exactement. Mais les amis des amis, c'est moins sûr. Et les amis des amis des amis, c'est que le produit plaît. Exactement. Donc là, tu as confirmation que... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok. Tu retournes en Asie, à Hong Kong. De Hong Kong, tu rebondis vers Bali. Ouais. Je passe quasiment 3 semaines, 1 mois en Indonésie. Je fais faire plein de nouvelles choses. Comment tu cherches un atelier? Tu tapes aux portes.
Vraiment. Dit-elle avec un grand sourire. Non, mais... Ah, mais c'est vraiment ça. En fait, déjà, j'ai trouvé, si tu veux, quand j'étais dans cette faire à Hong Kong, j'ai trouvé vraiment 2 fournisseurs, donc qui étaient quand même à Hong Kong. Donc, pour te dire que c'est pas juste, c'est pas un tout petit atelier, etc. C'est déjà des gens qui ont des clients au niveau international. Donc, j'ai déjà ces 2 contacts. Donc, déjà, ça, je me dis, OK, ça veut dire qu'ils ont une certaine crédibilité, qu'ils peuvent vraiment faire des choses. Donc, déjà, je suis un peu rassurée. Je vais à Bali avec ces 2 contacts. J'y vais genre 3 semaines, et sachant que 3 semaines à Bali pour faire des protos, notre notion d'urgence, d'urgence, n'est pas la même que la notion d'urgence en Asie, si tu veux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais on te prend au sérieux ? On me prend au sérieux. Parce que tu arrives quand même avec des petites quantités. Donc si tu vas commander 1000 ou 5000 produits, j'en sais rien. J'arrive en fait, c'est l'avantage aussi de l'Indonésie et de Bali, c'est que c'est des petits ateliers. Moi, je voulais faire des bijoux tissés, des bijoux colorés, etc. Donc, j'ai pas besoin de faire de moule. Donc, on me dit pas, OK, j'ai besoin de faire un moule qui coûte tant. T'as 1000 unités minimum de quantité. Et là, on me dit, OK, tu veux faire ça. Ton minimum de quantité par modèle, c'est 15 pièces. Donc, c'est génial. Moi, j'ai fait 100 modèles. Tu vois, je me suis dit, OK, c'est trop bien. Enfin, je me suis un peu emballée. Mais du coup, tu peux te permettre de faire plein de choses. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de tester plein de choses. C'est vraiment grâce à ces ateliers qui, en fait, font comme tout est fait à la main. S'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont des énormes commandes, tu vas passer après. Donc, faut être patient, vraiment. Alors ça, pour le coup, faut apprendre à travailler en mode asiatique. C'est-à-dire que la pression, les coups de gueule, etc., ça ne fonctionne pas. Donc, c'est à toi de t'adapter avec ta culture. Alors, c'est asiatique, c'est plutôt... c'est baliné. Baliné, même ouais, mais alors, par exemple, en Chine, on te dira pas non. On te dira, c'est pas possible. Ouais, c'est encore différent. Ouais. En Chine, on va jamais te dire non. On va te dire oui, mais c'est pas possible. En Indonésie, on va pas trop te dire non plus. Et puis, s'il y a une autre priorité qui passe, il y aura une autre priorité qui passe, quoi. Tu repars avec les produits ou tu les fais livrer ? Je repars avec quelques produits et ensuite je me fais livrer. Je repars avec ce qui est prêt en fait, c'est-à-dire pas grand-chose, mais déjà c'est des premiers au moins, tu vois, mes protos que je peux commencer à montrer aussi et puis du coup avoir un premier feedback. Je me fais expédier le reste et je continue un peu ma phase de test. Non, c'est pas très volumineux, mais c'est très léger, donc pas de problème avec l'expédition. Tu passes par qui ? Du DHL, UPS, vraiment, tu vois. J'ai l'avantage, en fait, de faire du bijou léger. Donc, vraiment, tu vois, ça peut être dans des cartons. Dans un carton standard, tu vas mettre beaucoup de pièces, quoi. Exactement. Ok. On est donc, à l'automne ? On est à l'automne. Tu as ta nouvelle ligne, ou en tout cas tes lignes confirmées, des produits sur toi, des produits qui arrivent, qui sont en chemin. Ouais. Comment t'allumes la flamme ? Déjà, je me lance sur Etsy. Donc Etsy, qui est quand même, en fait, qui te permet d'ouvrir une boutique en ligne en 2 heures, en gros. C'est une vraie marketplace qui te permet de te lancer au sein de plein d'autres créateurs. Alors, il y en a des centaines de milliers, mais ça te permet d'avoir un... Mais justement, il y en a des centaines de milliers. Donc, exactement. C'est aussi un carrefour pour les gens qui cherchent des produits exactement. En fait, non France, industriels, qui sortent un peu du... Complètement. Ouais. En fait, en France, ça se développe de plus en plus et c'est de plus en plus connu, mais c'est aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'énormément utilisé. Enfin, tu vois, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients américains, en fait. Ils vont sur Etsy, ils tapent bracelet rouge tissé, et si tu as réussi à être à peu près bien référencé, ce qui est très difficile sur Etsy, tu peux remonter, et donc en fait, c'est comme ça qu'ils vont te découvrir. Donc, j'ai des clients qui m'ont enfin, tu vois, j'ai eu des commandes des US, improbables, de Hong Kong, de Singapour, grâce à Etsy, parce que c'est des gens qui vont, c'est une vraie recherche parmi des créateurs. Ils recherchent un type de produit. Ils recherchent pas un créateur d'un certain pays. Donc Etsy te permet de toucher un persona très particulier qui est cette personne qui va chercher du produit exactement. Fait main, ou en tout cas pas industriel. Et qui ne m'aurait jamais connu sinon. Donc l'enjeu... Alors Etsy... c'est facile de le lancer parce que tu fais ça en quelques heures, effectivement. Tu n'as pas forcément de template comme tu peux avoir sur Shopify. Shopify permet aussi de lancer rapidement un site, mais tu dois mettre en place ton template. Vas-y, l'avantage, c'est que tu as déjà une clientèle, contrairement à ton e-shop. C'est-à-dire que tu as une clientèle qui ne te connaît pas, mais qui peut tomber sur toi. Alors que, ok, évidemment, tu travailles le référencement de ton e-shop, mais c'est une autre démarche. Une clientèle particulière. Exactement. Alors que si tu vas sur Amazon, tu vas trouver tout le monde, quoi. Exactement. Tu es sur Amazon, d'ailleurs ? Je ne suis pas sur Amazon. Ok. C'est un choix ?
C'est un choix. Ok. Donc, tu lances ta boutique Etsy. Ouais. Je fais quelques... Et en fait, j'ai fait un an... Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, excusez-moi, je te coupe, mais Etsy, E-T-S-Y, sorte de marketplace américaine de produits un peu sur mesure. Je crois qu'ils font aussi du bien immatériel maintenant. Ouais, du vintage. Ouais. Donc Etsy. Donc là on est automne-hiver 2015 et là pendant un an je fais des apéros Tupperware, des ventes un peu en entreprise. Mes copines, tu vois, me donnent accès en fait à leur bureau. C'est vraiment pour le coup le réseau et des gens autour de moi qui croient un peu en moi et qui se disent ok moi je peux te présenter à mes copines, je suis sûre qu'elles adoreront. Ou mes copines ont aimé tes bijoux, viens on fait un apéro. Moi je peux te donner accès à mon bureau, c'est un bureau d'avocat, je pense que ça peut leur plaire. Enfin voilà, donc c'est vraiment si tu veux le réseau. Ça j'ai pas poussé. C'est la bienveillance des gens autour de toi. Exactement. En fait, j'ai dit que je le faisais. C'est-à-dire que les premières personnes avec qui je l'ai fait, c'est plus elles qui m'ont proposé. Puis après, j'en parlais autour de moi. J'ai fait une espèce... Moi, j'appelais ça une vente Tupperware parce que c'est la meilleure façon de le présenter. Mais c'était plus un apéro de copines. Et moi, j'étais là 1 heure pour leur présenter. Puis après, c'était un apéro normal. Je suis désolé, mais je pose la question. Ouais. C'est bien parce que je découvre des choses que je connaissais pas. Il faut changer de casquette. C'est marrant d'être une vendeuse avec les copines. Moi, j'ai jamais fait de vente Tupperware. En fait, déjà, moi, j'ai l'impression... Tu les sens pas un peu forcées d'acheter s'il y a pas de... Non, parce que... Il y a de la gêne et comment ça se passe? Au début, comment te dire? En fait, moi, au début, je m'estimais la pire vendeuse pour mes propres produits. C'est-à-dire que je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à mettre en avant et à pousser quelqu'un d'autre. Par pudeur, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, tu réalises que t'es quand même ta meilleure ambassadrice et que, en fait, j'ai jamais eu l'impression de pousser ou de forcer quoi que ce soit. Je porte toujours mes bijoux, déjà parce que je les fais, parce que je les aime et que j'ai envie de les porter. Déjà, j'ai cet avantage-là, contrairement à certaines créatrices qui peuvent pas toujours porter... je suis n'importe quoi, mais leur sac à main, enfin voilà, il y a des choses que tu peux pas avoir toujours avec toi. Moi, j'ai toujours mes bijoux aux poignets, aux oreilles, etc. Donc, c'est des choses qu'on voit, ça fait partie de moi. Donc, si tu veux, durant ces apéros, je présentais la gamme. Et puis après, voilà quoi. Et en fait, ça se faisait. Tu as aussi une énergie assez positive qui fait que tu as ta copine qui a choisi ça. L'autre a envie de ça. Ou pense à l'anniversaire d'une de ses copines. Ou à un Christmas Santa. Ou, tu vois, enfin... Et en fait, c'est assez... Ça s'est fait de manière assez naturelle, spontanée. Ouais. Tu te souviens du premier? Alors attends, est-ce que je me souviens du premier? Alors, un des tout premiers, je pense que c'était à Londres. En fait, je suis rentrée de mon voyage à Hong Kong. Attends, j'avais pas fini ma question. Ouais, donc oui, tu te souviens du premier, tu te souviens du dernier? Parce que tu le fais moins, ça, maintenant. Je le fais quasiment plus, ou je le fais... Qu'est-ce qui a changé entre le premier et le dernier? Honnêtement, pas grand-chose. J'avais la même énergie, le même enthousiasme parce que j'estime que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont donné des opportunités. Donc, j'ai toujours... si tu veux, aujourd'hui, je le fais plus, sauf pour des gens chez qui je l'ai fait au début. C'est-à-dire que des copines qui m'ont reçu dans leur boîte en 2015 ou en 2016, si elles me demandent aujourd'hui de le faire, je le ferai. Mais je ne le propose plus spontanément parce que c'est pas mon objectif. Mais les personnes qui m'ont donné des chances et des opportunités au tout début, je leur dirai jamais non. C'est intéressant parce que dans les questions de distribution que j'ai d'habitude sur le podcast, il y a cette question, quels sont tes réseaux de distribution? Le DTC, Direct to Consumer, en fait partie. Là, c'est du direct. C'est du direct. Consumer. C'est clair. Etsy, les ventes, on les appelle Tupperware, comme ça on se comprend. Les ventes Tupperware auprès de ton réseau. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui font des ventes pour toi? Alors, parce que le réseau Tupperware, c'est un réseau pyramidal. Exactement. Alors, je me suis jamais vraiment lancée là-dedans, mais j'ai quelques copines quand même hyper cool qui y croyaient et qui me l'ont proposé. Donc, c'est pas moi qui leur ai proposé. Donc, je pense à Audrey, à Nîmes, Karine, à Biarritz, tu vois, qui ont vraiment... Et elles l'ont fait? Qui l'ont vraiment fait. Elles l'ont proposé, ouais, elles l'ont fait. Elles me l'ont proposé et je me suis dit, oui, en fait, elles vont toucher leur réseau. Donc, pourquoi pas? Et ça a été, si tu veux, même elle trouvait ça super cool parce que c'était, en fait, elles portaient mes bijoux, leurs copines leur disaient qu'elles aimaient, et du coup, elles leur ont dit, si tu veux, on fait un apéro. Ça a jamais été non plus... Ça s'appelle de l'influence, quoi, en fait, tout bêtement. Ouais, exactement. Ça a jamais été pushy, ça a toujours été assez spontané, en fait. Et c'est vraiment des copines qui me l'ont proposé. Ça a jamais été mon but. Tu leur offrais des bijoux en échange? Je leur offrais des bijoux en échange. Ok. Ouais.
Et du coup, elles avaient pas de valise de produits. T'envoyais les gens vers Etsy? Comment ça se passe? En fait, je leur laissais un petit stock. Ok, donc elles avaient un stock. Ouais, ok. exactement. Ok, intéressant. Donc Etsy, de la vente Tupperware, ce qui est... Etsy, ça marche comment au début? Etsy, au début, ça marche tout doucement, mais ça me permet d'avoir une vitrine sur Internet. Donc, ça crédibilise aussi mon lancement, même si ça reste Etsy. Donc, pour beaucoup de gens, Etsy, c'est un peu du bricolage, même si, honnêtement, ça l'est pas. T'as vraiment des marques... C'est du bricolage qui fait des milliards de CA en Exactement. termes de volume d'affaires. Donc, Mais ça peut donner cette image, tu vois, de vraiment... ok, j'enfile des perles. Je reviens à ça, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. Donc, mais moi, ça me donne aussi une vitrine quand je croise des gens qui me disent ah bah j'aime bien, je peux les renvoyer vers Etsy, etc. Donc, si tu veux, c'est une opportunité, c'est aussi une communauté. J'ai aussi rejoint, tu vois, Etsy, organisé à l'époque, alors je sais pas si ça se fait encore, mais organiser des espèces de... Enfin, mettez en lien, tu vois, des nouveaux créateurs. Donc, c'est une vraie communauté d'entraide où on se partageait nos recos, comment créer ta fiche produit, comment améliorer ton SEO, etc. Donc, ça a été aussi quelque chose de super positif. Au début, quand je me suis lancée, j'étais quand même vraiment toute seule. Et cette communauté a été quand même hyper positive pour me booster et me challenger un peu sur mon e-shop. Donc, historiquement, dans l'ordre, Etsy, les ventes Tupperware, ouais. Ensuite, quelques ventes en entreprise. Encore entreprise. dépendante de toi. Ouais, complètement. Vente en entreprise. Pas forcément via des CE, hein, c'est vraiment, tu vois, voilà, des copines qui m'ont proposé de m'accueillir, parfois même des clientes qui m'ont dit j'adore ce que vous faites, est-ce que vous accepteriez de venir en entreprise? Oui. Tu vois, enfin voilà, donc c'est... Alors, juste pour que je comprenne bien, Ouais. ça veut dire quoi vente en entreprise? Bah, toi, tu m'invites dans ton bureau, tu me laisses cette salle, j'installe, je fais un joli display, entre midi et deux, t'invites tous tes salariés à venir découvrir ce que je fais et à m'acheter mes bijoux. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Toute ma reconnaissance. D'accord, c'était de la bienveillance encore une fois. C'était complètement de la bienveillance. Moi, je leur offrais plein de bijoux après pour les remercier, mais elles me disaient « Ah, mais non, ça me gêne. » Enfin, non. Enfin, tu vois, voilà. Mais non, c'est purement... Ok, il faut être opportuniste, il faut être à l'écoute de ces actes, ces gestes, ces signaux faibles de bienveillance. En fait, si tu veux, je pense que j'ai jamais beaucoup demandé. C'est pas une recommandation, attention. Hein. Mais je pense que je dégageais beaucoup d'énergie, beaucoup de quelque chose de positif. Ça vient de Bali, ça. Ouais, ça vient de Bali et du tour du monde. Et que du coup, encore une fois, ça peut sembler un peu cliché, mais que ça attire aussi le positif et que du coup, les gens, si ça leur plaît, évidemment, hein, je te dis pas que c'est complètement que les gens se sont dit, je vais l'aider, la pauvre, elle se lance. Mais les gens qui ont aimé mes bijoux, si tu veux, pas mal de gens qui sont trouvés sur mon chemin ont eu envie de me donner des opportunités. Après, là, j'avance du coup, donc... En 2016, je vais dans un resto à Paris avec des copains qui s'appelle La Mangerie. Le patron, tu vois, j'amène des bijoux à des copines qui m'avaient demandé « Oui, tu peux me ramener cette nouvelle manchette ?» Ok, donc je leur ramène des bijoux pour les regarder vite fait à l'apéro. Le patron de La Mangerie, Serge, passe. Il me dit « Ah, mais c'est beau, qu'est-ce que vous faites ?» Non. Bref, il me demande de revenir le lendemain pour pouvoir en acheter pour son entourage. À ce moment-là, sa chérie arrive avec des copines et au final se retrouve à m'acheter des bijoux, tu vois, à l'entrée de ce restaurant. Et après, Serge me dit « Mais attends, ça a l'air de plaire. Pourquoi tu viendrais pas faire ta première vente parisienne chez moi ? Moi, je t'invite, tu prends un petit coin du resto en semaine et puis t'invites ton réseau et puis voilà. » C'était ta première vente. Lui, il gagnait du foot trafic. Ouais. Il gagnait du passage dans ce restaurant. Qui est full majoritairement du temps, hein, donc il avait vraiment pas besoin de moi. Pas besoin de ça, oui, mais ça rajoute, en termes d'image, c'est pas mal. Complètement. Mais je pense qu'il y a un enseignement aussi, je te coupe la parole, j'ai le droit parce que je te connais. T'as le droit. Je pense qu'il y a un autre enseignement aussi qui est intéressant là, c'est que le positionnement prix permet ce genre d'opportunité. Ouais. C'est un achat, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu toujours, un achat impulsif entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas soit l'acheter pour toi, soit en te disant attends j'ai besoin d'un petit cadeau pour un event ou quelque chose. Le prix n'est pas un frein et c'était vraiment une volonté aussi de rester sur quelque chose qui soit un achat impulsif, comme tu vas t'acheter un t-shirt chez Zara, sauf que c'est pas Zara, c'est quelque chose d'un jeune créateur, c'est fait main, voilà. Prends des notes, pardon. Et des exemples comme ça, il y en a plein, si tu veux. Alors, justement, je me demandais si je la gardais pour plus tard, mais... alors, je vais pas dire bijoux fantasy parce que c'est... Si, c'est de la fantaisie. Voilà, ok. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein.
il y en a plein. Et même une des choses, si tu veux, qu'on m'a dit quand j'ai voulu me lancer, enfin, qu'on me disait pas mal, c'est... évident. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai jamais fait de business plan, c'est que le marché du bijou, dans le genre marché saturé, si tu veux, enfin, il n'y a pas de... T'as rien inventé. Enfin, j'ai rien inventé. Non, mais c'est ça. T'es pas la première, en tout cas. Pardon. Non, mais c'est chacun crée son univers, se développe à son rythme, à ses propres objectifs. Moi, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas fait de business plan, déjà, c'est que dès le début, j'avais pas les produits dans lesquels j'avais vraiment confiance. Aujourd'hui, je serais capable de éventuellement bosser sur un business plan. Mais à l'époque, enfin, qu'est-ce que j'avais à proposer de plus que les autres? Rien. Des nouveaux bijoux, une nouvelle marque, un nouvel univers. C'est pas rien. Mais c'est un marché ultra saturé, quoi. Et j'y suis quand même allée. Et tu y es quand même allée et ça marche bien. Ok. Automne 2015, tu rentres en France, tu as tes produits en valise et d'autres qui arrivent, tu lances Etsy, tu fais des ventes Tupperware auprès de tes amis, des amis de vente pour toi. Ouais. Tu commences à faire des ventes en entreprise et des ventes à la mangerie, ouais. Dans des restaurants. Ça t'en fait d'autres? J'ai fait, après, si tu veux, une fois que j'avais fait celui-là, une de mes copines, Olivia, qui est la boss du restaurant Mojo, à Paris, pas très loin d'ici, m'a proposé du coup d'en refaire un, en fait, à l'automne, un petit peu avant Noël, donc novembre 2016. J'ai 39 de fièvre. Et malheureusement... C'est pas le Covid. Pas le Covid. À l'époque, c'était juste une angine. Et en fait, c'était fin novembre, quelque chose comme ça. J'avais fait un peu de la pub, déjà, auprès de mon réseau. Tous mes amis qui sont toujours venus à tous mes événements. Enfin, vraiment, ça, j'ai eu un soutien, assez incroyable dès le début. Mes potes qui ramenaient leurs amis. Enfin, voilà. Donc, ça fonctionnait aussi comme ça. Mais là, j'avais aussi fait un peu de pub. J'avais mis ça en avant sur Instagram, sur Facebook. J'avais fait un peu de pub sur Facebook. Et en fait... en 3 heures, j'ai vendu, donc tu vois le prix de mes bijoux, j'ai vendu 1 500 €. J'ai fait un chiffre d'affaires de 1 500 €. Donc même si j'avais 39, j'ai bien fait de le maintenir, tu vois. Et toutes mes copines, en fait, il y avait tellement de monde, si tu veux, que moi, je n'ai passé ma soirée qu'à encaisser. Donc avec mon petit boîtier, là, Sum Up, me faire mes trucs. Et toutes mes copines, en fait, qui étaient... Attends, c'est hyper ouais. important. Je fais une parenthèse. Ouais. Sum Up, c'est comme Square aux États-Unis, c'est un petit boîtier qui permet d'encaisser. Si vous l'avez jamais vu, on le voit souvent dans les foires ou les salons. Sum Up ou Izettle, c'est ceux que tu vois le plus en France. Sum Up et Izettle. Ah oui. Izettle, je sais pas comment tu dis. Izettle. Izettle, je pense que ça vient de là. Izettle. Ouais. Ok. Et en fait, qui te permettent d'encaisser. Donc, t'as pas de vrai TPE, mais ça te permet d'encaisser, de payer avec des cartes bleues, ce qui est le moyen quand même de paiement le plus répandu quand tu es dans des events comme ça, un peu au hasard. Ça te coûte combien? Ça te coûte c'est 1,50% de ta transac. Ok. Et il y a un minimum, sans minimum. Sans minimum. T'as un abonnement? Pas d'abonnement. T'achètes le boîtier et après tu l'utilises. Tu l'achètes le boîtier, ça coûte combien un boîtier? Avec des promos, des trucs comme ça, genre tu l'achètes, je sais pas, 30 €, 39 €. Okay. C'est indispensable, honnêtement. Donc j'encaisse. Ouais. Donc on est à cette soirée, pardon. On est à cette soirée chez Mojo. Ouais. J'encaisse. Toutes mes copines, en gros, qui étaient là, qui se sont rendues compte que j'étais complètement débordée, m'aident. Donc certaines, tu vois, ma copine Yuki remet en place le display des Jontao parce que c'est honnêtement un peu la bagarre. Ah mais non, celui-là, je l'avais vu avant toi. Enfin, c'était très bizarre, mais assez cool. Une autre de mes copines, Anna, qui aussi se prend au jeu et du coup, voilà, prend tout un coin du stand. Enfin bon, sans mes copines, honnêtement, je m'en serais pas du tout sortie. Donc, j'ai toujours eu aussi la chance d'être super bien entourée et soutenue. Donc voilà, donc cette vente chez Mojo. Un peu avant Noël 2016. Et ensuite, ça c'est, si tu veux, tout ce genre d'événement s'est répété. Chez Mojo, après, Olivia, du coup, a fédéré un peu toutes ses copines créatrices et on a refait des apéros chez Mojo, hyper cool, où chacune de nous, tu vois, a invité son réseau. Donc, ce genre de choses, ça s'est un peu fait au hasard et en fait, ça a vraiment permis de créer des environnements d'achat, mais surtout des apéros cool, quoi. Moi, j'ai invité mes copains en leur disant non, enfin, vous allez pas acheter mes bijoux parce que vous avez toutes les opportunités pour le faire, mais venez avec vos copains et c'est un environnement sympa, quoi. Ok, j'avance un peu. Du coup, là, on est très dépendant de toi. Ouais.
Les ventes Tupperware, complètement. En entreprise ou dans des. Je t'ai aussi vu dans des foires, je crois, à une époque, enfin des espèces de petits happenings de marché de créateurs. J'ai fait aussi un marché de Noël, vraiment sous une petite cahute en plein froid pendant une semaine avant Noël. J'ai terminé le 24 décembre à 20h. Enfin voilà, j'ai fait tout ce qui pouvait être fait. Je l'ai testé. Et je le recommande parce que c'est vraiment comme ça que tu testes ton produit, que tu connais ta clientèle, que tu peux affiner tes collections, que tu réalises ce qui fonctionne, que tu affines ton discours aussi. Enfin, moi, ça a été vraiment indispensable. Et tu as testé aussi les grandes surfaces. J'ai testé les centres commerciaux. Les centres commerciaux. Exactement. En fait, donc ça, là, on était sur 2016. 2017, je commence à être distribuée dans quelques boutiques parisiennes. Donc, c'est vraiment le vrai début du wholesale, on va dire. Tu vois pas. Alors, qui aujourd'hui, je crois, représente 60. Tu m'as dit presque 2/3 de ton exactement. De ton chiffre. En fait, un peu moins. Mais en fait, l'année dernière, ça a représenté 30% de mon chiffre. Avec une grosse part allouée au pop-up. Cette année étant ce qu'elle est, avec le Covid, j'ai fait moins de pop-up et j'ai eu la chance que mon réseau de distribution se développe vraiment beaucoup. Donc ça, c'est plutôt... Alors, comment tu le mets en place ? Alors, comment je mets en place ? Les boutiques, écoute, en 2017, ça s'est toujours fait, honnêtement, avec des rencontres où... ma première boutique, par exemple, à Paris, ça a été Les Impertinentes, chez qui je suis toujours. Et en fait, c'était la petite sœur d'une de mes copines. Donc, ça s'est fait encore une fois par, réseau, entre guillemets, mais c'était plus une envie d'aider et une idée que mes bijoux iraient bien dans sa boutique, quoi. C'était pas forcé. Donc, j'y suis toujours. Donc, Olivia, si tu m'écoutes, voilà. Ensuite, j'ai fait une autre rencontre chez Les Boudeuses, qui est un concept store de créateurs, pardon. J'y suis aussi depuis 2017. Donc, en fait, c'est vraiment des premières boutiques qui sont aussi des vitrines pour les autres boutiques. C'est-à-dire que vraiment, les toutes premières boutiques qui m'ont fait confiance, elles m'ont aussi permis ensuite d'être contactée par pas mal de boutiques à Paris ou ailleurs parce qu'elles m'avaient vue là-bas, ou elles ont même vu mon produit et donc le produit leur a plu, ou elles se sont dit ok, cet univers de boutique correspond au nôtre, donc pourquoi pas avoir ces bijoux dans ma boutique. C'est hyper intéressant, je l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est un peu de l'influence. Complètement. L'influence retail. Complètement. Comme d'être distribué au bon marché chez Feu, Colette, chez Fleux dans le Marais. Exactement. Ou chez Merci, Boulevard Beaumarchais. Tu t'es allé les courtiser, ces magasins un peu plus... Non. Pas encore. Ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que j'ai eu la chance d'être donc, au début d'avoir ces premières boutiques qui m'ont fait confiance. Au tout début, d'ailleurs, pour ces boutiques, en fait, j'étais surtout en dépôt-vente. C'est-à-dire que je leur ai dit, OK, vous prenez aucun risque. Pendant 2 mois, on fait du dépôt-vente, on teste. Si mes produits plaisent à votre clientèle, on continue en achat, donc en vraie collaboration wholesale. Sinon, on arrête. J'avais aucun intérêt à avoir des produits qui dormaient dans une boutique. Donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai testé aussi au début. C'était de dire aux boutiques, faites-moi confiance, on essaye ensemble. Si ça marche pas, on arrête. Mais au moins, c'était un test qui ne leur coûtait rien et qui, moi, me permettait d'avoir un pied dans ces boutiques. Voilà. Et aujourd'hui, il y a combien de boutiques qui te distribuent ? Une trentaine. Une trentaine en France. Hein. En France. Okay. En France, j'ai une boutique au Danemark. Alors, d'où viennent ces boutiques ? Instagram. Vraiment pour le coup, ou ce que tu disais, influence d'autres boutiques, c'est-à-dire que c'est vraiment des boutiques, alors soit qui m'ont découverte sur Instagram, soit qui m'ont découverte dans des boutiques à Paris. C'est pour ça que je te disais vraiment mes boutiques distributrices, en fait, sont vraiment aussi des vitrines. Donc au Danemark, j'ai même eu alors là plus pour le moment, mais j'ai été présente dans une boutique en Australie, donc ça c'était assez cool. À un moment aussi en Grèce, voilà. Et là, tout récemment, je suis c'est vraiment 2020, présente dans plusieurs boutiques en Allemagne. Bon, c'est grâce à une de mes copines, Pauline, qui bosse dans l'univers de la mode. Et une des boutiques, Nina de Nia Bazar, lui avait dit est-ce que tu connais des marques françaises un peu d'accessoires un peu accessibles, lui a dit, et lui avait présenté mes bijoux. Et en fait, depuis quelques mois, si tu veux, donc je suis présente dans sa boutique à elle, qui elle-même a présenté mes joncs à une Française qui a 4 boutiques en Allemagne, donc je suis présente aussi dans ces 4 boutiques-là. Enfin voilà, donc c'est plutôt cool. Ouais, par des histoires de rebond, mais
Ce qui te paraît à toi assez naturel, où tu dis c'est de la bienveillance, c'est du réseau, c'est le hasard des rencontres, ça fait aussi partie de ta personnalité. Tu es avenante et tu vas vers les autres. Mais je pense que l'enseignement, il est là, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute en fait, des signaux faibles et des opportunités. Ouais, en fait, oui, c'est des hasards. Je pense qu'il n'y a pas trop de hasard, que les choses se font comme elles doivent se faire. Je suis pas complètement naïve non plus, tu vois. C'est que je sais qu'il y a à chaque fois, ça a été des opportunités, des choses qui étaient intéressantes des deux côtés. J'ai jamais, si tu veux, travaillé cet aspect humain dans un objectif tu vois, d'arriver à quelque chose. C'est vraiment ce que tu dis, c'est ma personnalité, c'est spontané. Mon projet, c'est avant tout une passion, donc je pense que ça se ressent. Donc j'ai toujours rencontré des personnes, ou en tout cas, je suis toujours allée vers les personnes qui appréciaient et avec qui il y avait quelque chose qui fonctionnait. Donc, je dirais pas que, l'enseignement, c'est pas soyez humain, tu vois, aller vers les autres dans l'objectif d'avoir quelque chose. Non, mais si on n'est pas quelqu'un d'extraverti qui va facilement vers les autres, il faut savoir se faire violence pour trouver autre chose, d'autres relais, ou avoir un employé qui va être ta meilleure vitrine et qui va être la meilleure personne pour te représenter. Okay. Pourquoi pas, tu vois. Mais moi, je sais que ça a été, ça s'est fait assez naturellement, mais en effet, c'est indispensable. On l'a abordé, mais on n'est pas rentré dans le détail. Donc, tu as distribué aussi en centres commerciaux ? Ouais, en fait, donc c'est pour ça aussi que je te disais que le milieu des créateurs est assez... En fait, on est un peu tous dans la même galère, entre guillemets. Et moi, j'ai participé à pas mal de marchés de créateurs, de pop-up. Et j'ai toujours rencontré, essentiellement des filles, des femmes, avec qui je me suis bien entendue, assez cool, avec qui on garde des liens et on se recommande les unes des autres des pop-up, des événements. Enfin voilà, on se soutient spontanément et on s'invite dans les pop-up des unes et des autres. Et notamment... Bérangère, qui est donc la patronne de Armand et Colette, qui fait de la vente en ligne et qui était aussi présente chez les Boudeuses, qui me dit en 2018 je vais rejoindre un pop-up, une boutique éphémère au sein d'un centre commercial au Passage du Havre. Pas ultra convaincue. Passage du Havre, c'est à Paris, c'est en dessous de Saint-Lazare, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est un gros centre commercial. Et en fait, c'était l'ancienne boutique H&M qui était disponible pour 6 mois pour cette boutique éphémère. Et en fait, qui est vraiment à la sortie du métro. Ouais. En fait, c'était un petit H&M, mais c'était à la sortie du métro. Un petit H&M, c'est 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, j'en sais rien. Non, c'était vraiment petit. Ok, d'accord. Peut-être 300. Mais déjà ça. Et surtout à la sortie du métro. Donc, un passage, mais incroyable. De ouf. Donc... Bérangère me dit, écoute, franchement, tu devrais contacter celle qui développe ce projet. Il n'y a pas de bijoux pour l'instant. Je suis sûre que ça pourrait leur plaire, etc. Je les contacte. C'était 2 semaines avant que je parte à Bali. Donc, j'étais complètement débordée, sous l'eau, etc. Mais je me dis, OK, c'est une super opportunité. Je vais voir. Et en fait, ça a été un premier pied dans les centres commerciaux et ça m'a permis de réaliser à quel point on pouvait faire du chiffre d'affaires et la visibilité que ça pouvait nous apporter. Si tu veux, ce business-là, donc entre mars et du coup la boutique a fermé en août, je crois, après, ça a été ma plus grosse source de chiffre d'affaires en 2018. Donc voilà, donc Bérangère, merci. Je lui ai déjà dit. Je te poserai une question un peu plus tard, mais plutôt vers la fin du podcast, dans pas longtemps. Mais justement, si tu as cette envie en toi d'aller jusqu'où tu vas aller, quel est ton rythme de croisière ou où est-ce que tu t'estimeras heureuse, si tu l'es pas déjà, mais je crois que tu l'es. Ok, les centres commerciaux, donc à tester. Je vous invite d'ailleurs à écouter un épisode, je sais plus quel numéro c'est, mais avec Émilien Foiré, qui est le cofondateur de Kabaya, qui s'est lancé en testant des bonnets. Donc c'est des bonnets pompons un peu customisables, assez sympa. Et leur test a été d'aller se poser à Vélizy 2, je crois, le mois de Noël. Ça devait être mi-novembre, mi-décembre. Et ils ont écoulé un stock incroyable de bonnets dans ce centre commercial parce qu'il y a un trafic énorme, évidemment. Et parfois, il vaut mieux faire simplement ça avec un stand et aller battre le pavé que de mettre 10 000 balles d'achat média ou de social ads. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de commencer, mais en tout cas, commencer par tester le produit
sur le terrain, moi en tout cas, voilà, c'est ce qui a été le Ça a plus... été riche. Ouais, ça a été ce qui m'a vraiment conforté dans mes choix et mes envies, quoi. Ok, alors avant de passer, on va parler encore de ton site internet, et puis ensuite j'aimerais te poser la question est-ce qu'il y a des échecs sur lesquels tu veux revenir? Est-ce qu'il y a une accélération? Mais je crois qu'on vient de la voir, c'est le centre commercial. Moi je te poserai la question. Ah oui, tes réseaux sociaux, comment tu les travailles? Alors, déjà cette première accélération. Cette première accélération de centre commercial, donc Passage du Havre. Donc la boutique était une boutique éphémère, ça a fermé. Mais ensuite, j'ai été contactée par les Armoires de Paris qui organisaient un nouveau pop-up, une nouvelle boutique éphémère dans un autre centre commercial. Et en fait, de par tu as été contactée, comment ils ont entendu parler de toi? Parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux regarder, tu vois, des créateurs qui participent à des pop-up, etc. Donc ils cherchent un petit peu. Et du coup, je les avais aussi contactés parce que j'avais vu qu'ils ouvraient une nouvelle boutique. Et en fait, cette première expérience en centre commercial personnellement, je suis pas vraiment une grande consommatrice de centres commerciaux, mais je me suis vraiment dit, ok, il y a vraiment quelque chose, c'est une super bonne exposition. Et du coup, j'ai rejoint les Armoires de Paris à Italie 2. Et ça a été, l'hiver 2018 a été incroyable. Donc ça a été, 2018, c'était les gilets jaunes ou les grèves? C'était les grèves. Je sais pas, on a un truc chaque année en ce moment. C'était les gilets jaunes. La chance qu'on a eue, c'est que, en fait, cette partie de Paris n'était pas touchée. Donc, si tu veux, j'avais éliminé certains pop-up, dont certains pop-up qui étaient dans le Marais, dans vraiment le cœur de Paris. Pourquoi? Je ne saurais pas te le dire. Pour le coup, je suis vraiment allée à l'instinct. Et j'avais vraiment maximisé en me disant, OK, je vais sur Italie 2, on verra. Ça a été incroyable. J'ai extrêmement bien vendu, donc je me suis dit, OK, cool, les centres commerciaux, c'est vraiment une bonne idée. Et on a vraiment eu la chance que les gilets jaunes n'impactent pas cette zone de Paris, honnêtement. J'ai poursuivi Italie 2 avec les Armoires de Paris en 2019. Ça a aussi été des très bons résultats. Et j'y ai rencontré des créatrices hyper cool avec qui, aujourd'hui, je fais d'autres pop-up, notamment toute la team des Trésors Sauvages. Donc voilà, donc le vrai changement et la vraie évolution en termes de chiffre d'affaires, en tout cas, ça a vraiment été les centres commerciaux. Mon e-shop... Que tu fais seul, toujours? Alors, l'avantage, par exemple, tu vois, de ces deux centres commerciaux, c'est que j'avais pas besoin d'être présente en permanence. Je faisais toute l'installation et il y avait des vendeuses. Donc, c'est pas des pop-up qui te demandent d'être présent toute la semaine, toute la journée. Ça coûte combien? Ça coûte... Alors... ça dépend. Là, par exemple, tu vois, les Armoires de Paris, c'est à la semaine. Si je dis pas de bêtises, en temps normal, c'est à peu près 500-600 € hors taxe la semaine. Et au moment de Noël, c'est plus cher. Un stand? Un stand. Une table? Une table. Ça me paraît pas très cher. J'avais en tête que Vélizy 2, c'était genre 20 000 balles la semaine ou 20 000 balles le mois. Oui, mais eux, c'est leur stand entier. C'est genre comme un espace boutique. Moi, c'est une table qui fait... 500 à 600 balles la semaine. Pour une table qui fait 2 mètres par 40 cm. Ouais, une table à manger normale. Une petite même pas une petite table à manger. Une petite table. En fait, c'est vraiment un rassemblement de créateurs, si tu veux. Il y a 10 créateurs dans la boutique. Toi, là, le stand dont tu me parles, c'est leur stand à eux. C'est ça, c'est une boutique virtuelle presque. Exactement. T'arrives à te démarquer? Comment tu fais pour te démarquer? Alors déjà, même si... le produit est visible, vous le verrez sur le site, c'est très coloré, mais... En fait, c'est le produit. Vraiment, si tu veux, aujourd'hui, mon produit le plus identifiant, le plus différenciant, c'est vraiment les joncs Tao. Et ensuite, j'ai aussi toutes les saisons, des nouveautés, avec toujours un univers très coloré, qui correspond vraiment à la marque. L'avantage, entre guillemets, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, l'univers du bijou, c'est un monde qui est surtout focus sur du bijou doré, fin ou un peu plus travaillé, structuré. Et du coup, je me retrouve face à des super jolies marques qui font du bijou doré. Mais en fait, tu choisis pas entre un bijou doré et un jonc Tao. Tu peux acheter les deux à la limite, mais c'est jamais vraiment une concurrence directe. Donc, tu te différencies par ton produit et en étant sur place, si toi, tu as le temps et que... je prends le temps également. En étant sur place et en racontant l'histoire de la marque, en présentant le produit, ça aide énormément. Tu peux me donner une idée du volume de vente que tu fais en une semaine sur... Alors, si c'est une période de Noël, tu vois, j'ai pu faire des chiffres énormes, genre vendre 3 ou 4 000 € en une semaine. Donc, c'est assez cool. Aux Armoires Aux Armoires de Paris. Okay. En période normale, pas du tout ça. C'est-à-dire que ça peut être potentiellement, tu rentres pas dans tes frais.
mais ça reste quand même. C'est de la visibilité. C'est de la visibilité. C'est du marketing, du coup. En fait, soit c'est du commercial, soit c'est du marketing. C'est aussi une vitrine. Si tu veux, j'ai plein de clientes qui m'ont découverte là-bas. Soit au Passage du Havre, soit à Italie 2. Italie 2, j'y suis quand même depuis pas mal de temps, régulièrement, on and off, j'y suis pas toujours. Et ça a été une vitrine vraiment importante. Par exemple, tu vois, une des clientes des Armoires de Paris. Donc, j'ai des clientes qui vont régulièrement, tu vois, qui vont à chaque fois aux Armoires de Paris pour acheter un nouveau Jontao. Donc ça, c'est assez cool. Parfois, je les rencontre et c'est vrai que c'est assez sympa d'échanger. Mais j'ai aussi une cliente qui a aimé les joncs et qui est en fait responsable des achats de Culture Espace, qui est en fait qui gère... Culture Espace ? Culture Espace gère toutes les boutiques de musées type Atelier des Lumières, Bassin des Lumières, Cité de l'Automobile. Donc il y en a plein, enfin il y en a une petite dizaine en France, et en fait qui aimait mes joncs, qui en avait acheté quelques-uns pour elle, est responsable des achats de toutes ces boutiques de musées, qui a proposé de me placer dans plusieurs de ces musées. Donc maintenant, si tu vas au Bassin des Lumières à Bordeaux, tu pourras y découvrir dans la boutique du musée. Chers auditeurs bordelais. C'est ça, des joncs et des manchettes Tao. Et à Paris, tu as dit l'atelier des Lumières. Et donc, si tu veux, cette cliente à la base, qui maintenant c'était une cliente B2C, qui est devenue une cliente B2B, m'aurait peut-être jamais rencontrée si elle n'était pas venue à Italie 2, quoi. Alors, parenthèse, c'est très à la mode, donc vous l'avez peut-être déjà fait, mais si vous n'avez jamais fait l'atelier des Lumières à Paris, moi je suis parisien, Hyper cool. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est incroyable. En ce moment, c'est Klimt et Matisse de mémoire, mais c'est non, je dis une bêtise. En tout cas, je l'ai plus en tête, mais c'est plus des juste... impressionnistes. Si, c'est ça, ouais. C'est juste incroyable, vraiment formidable. Il y a eu des fails. Tu t'es planté. Qu'est-ce que tu referas jamais, en tout cas Qu'est-ce que je referai jamais? Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, des produits. J'ai un background marketing commercial, donc parfois j'ai fait des produits en me disant ça va marcher, c'est dans la tendance, qui n'étaient pas forcément des mauvais produits, mais dans lesquels je croyais, j'étais pas hyper, comment dire, j'y avais pas vraiment mis tout moi, quoi. J'y allais parce que je me disais ça va fonctionner, c'est dans la tendance. Sauf que des produits qui, toi, par lesquels tu n'es pas forcément convaincu, en fait, tu les vends pas bien. Donc, je referai pas certaines collections que j'ai faites en me disant ça fonctionnera parce que c'est dans la tendance, mais sans y croire moi personnellement ou sans avoir vraiment envie de les porter. Ok, pour arriver à vendre un produit de tendance, si c'est pas toi qui le vends directement, j'imagine qu'il faut du marketing, de l'achat média, il faut le pousser derrière. Exactement. Ok, et comme c'est pas ton approche. Ouais. Okay. Disons que c'est mon approche parce que, de toute façon, il faut que j'ai toujours pensé qu'un mauvais produit avec le meilleur marketing pourrait cartonner, mais qu'un très bon produit avec très peu de marketing avait plus de chances d'échouer. Mais là, comme c'est moi, si tu veux, qui porte et qui soutient mes produits et que je suis durant des pop-up en tout cas, si tu veux, si c'est pas moi qui les mets en avant, personne ne le fera pour moi. Ok, compris. D'autres fails, c'est pas des fails, mais j'ai fait un marché de Noël, donc un vrai marché de Noël, comme tu l'imagines, dans une petite cabane, etc. C'est pas un fail parce que ça a bien fonctionné, parce que ça m'a appris plein de choses, parce que j'ai côtoyé des vrais commerçants, qui font que des marchés, quoi. Donc ça m'a appris des choses, mais c'est hyper dur. C'était en extérieur, au mois de décembre. J'étais le 24 décembre à 20h en train de désinstaller mon stand, donc j'étais pas avec ma famille. Il faisait froid, il faisait humide. Moi, quand je suis dans pop-up, j'ai la chance d'avoir des produits que je peux porter et donc que tout le monde voit. Donc, tu vois, je te parle avec mes mains. J'ai mes bracelets, tu les vois, ça les met vraiment en valeur, en condition. Là, j'étais avec trois couches, un collant sous mon jean, des chaussures, une écharpe, des gants, on s'évade pas vraiment alors que tes produits. Ouais, ok, je comprends. En fait, je les ai bien vendus quand même parce qu'il a bien fallu que je trouve une autre façon de les présenter, mais c'est dur. C'est dur parce qu'il fait froid, parce qu'il fait humide, parce que t'es dehors toute la journée. Donc, bravo, vraiment, tout mon respect à ceux qui ne font que ça ou qui font des marchés essentiellement parce que pour le coup, j'ai découvert que c'était vraiment un autre métier. C'est pas un fail d'apprentissage, c'est un fail d'énergie, quoi. Mais en fait, il y a un autre enseignement là, je pense, qui est intéressant, c'est que tu t'es acheté ta liberté avec Liliane Co. Ouais.
et aussi la liberté de choisir justement de pas te faire chier peut-être. Donc le calcul de ton... Enfin, c'est presque un ROI personnel. Est-ce que c'était plaisant de faire ça? Est-ce que ça marche? Ça marche, oui, mais c'est pas plaisant. Donc c'est pas... En fait, je le referais, tu vois, si c'était à refaire à l'époque où je l'ai fait. Je le referai pas demain, mais sur mon parcours, si je devais repartir au début, je referais un marché de Noël parce que j'ai eu plein de clients américains, parce que ça m'a permis de voir les choses autrement, parce que j'étais assez fière de l'avoir fait, parce que c'est quand même dur. Donc, mais aujourd'hui, disons que j'ai la chance de pouvoir choisir comment je distribue mes produits. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être sur le front partout. Et par exemple, les marchés de Noël, là, au mois de décembre, je participe à un pop-up qui est organisé par la fine équipe, qui sera aux Galeries Lafayette. Donc, ça va être pendant 2 semaines. Ça va être hyper intense. Il va falloir que je trouve, pour le coup, même si j'ai toujours travaillé toute seule, il va falloir que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi, parce que je pourrais pas faire 15 jours, 10 heures par jour. Donc ça, j'ai fait ce choix, si tu veux, de me dire, OK, ça va être plus qu'intense, vraiment. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je le fais. Si tu veux, j'ai toujours eu cette approche de me dire, OK, c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie de voir ce qui peut se passer, ce que ça peut donner derrière, les apprentissages que je peux avoir. C'est du test and learn et d'itération, et surtout, ça te permet d'avoir des retours utilisateurs directs et d'itérer sur ton produit aussi, quoi. Je trouve ça intéressant. Complètement. Allez, le temps passe, mais c'est très intéressant. Quel usage tu fais de ton Insta? Je crois qu'il est assez... il est hyper important pour toi. Il est hyper important pour moi. Ce qui n'est pas, une fois de plus, on ne réinvente pas la poudre. Ouais, non, complètement. Alors oui et non. C'est-à-dire que si tu vas sur mon Instagram, c'est mal parce que je suis hyper irrégulière dans les posts. Et c'est comme ça que tu recrutes des nouveaux followers. L'autoflagellation à la française, quoi. Oui, mais c'est important de commencer par le négatif parce que c'est vrai, si tu vas sur mon Insta, le dernier post que j'ai publié, il date du mois de juin. Nous sommes au mois d'octobre. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est post, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Il y a des raisons à ça. C'est que j'ai envie, si tu veux, de prendre une espèce de direction un peu plus artistique, un peu différente de ce que j'ai fait. Jusque-là, si tu veux, alors, sauf l'année dernière, en octobre, j'ai fait un shooting pro. Donc, c'était le tout premier que je faisais. Jusque-là, c'était essentiellement soit des clientes, soit des influenceuses qui avaient fait des jolies photos que je réutilisais, soit mes copines qui ont fait des photos ultra cool et qui ont été toujours hyper patientes pour poser avec moi. Et aujourd'hui, j'aimerais, si tu veux, donner une direction un peu différente, sauf que j'ai pas pris ou trouvé le temps pour le faire, pour faire des nouveaux shootings, etc. Donc là, clairement, je pense qu'il faudrait que je recrute soit un community manager, soit un stagiaire, soit quelqu'un qui puisse passer du temps avec moi pour se poser et travailler là-dessus. Et en parallèle à ça, pour tout ce qui est story, ça, pour le coup, oui, je suis hyper régulière. D'ailleurs, il faudra qu'on en fasse une. Mais je communique quasiment tout le temps en vacances, au boulot, à Bali, quand j'y suis, dans les ateliers, etc. Donc, mon Instagram, ça reste une super vitrine que je peux maximiser, sur laquelle il va falloir que je travaille pour le développer, quoi. 3 questions. Instagram Shopping, tu utilises. On y revient dans une seconde. Tu me dis tout à l'heure que tu as été identifié sur Instagram par des boutiques. Ouais. Je voudrais juste qu'on le retrace. Et 3e question... Elle m'a échappé. Non, c'est ça. Tu m'as dit que tu as été identifiée comme une créatrice parisienne. Que c'est comme ça que les armoires de Paris sont venues vers toi. Les armoires de Paris. Tu le revendiques, tu l'écris quelque part? Je commence par cette question. Créatrice parisienne, locale. C'est important d'être identifié comme telle, j'imagine, parce que du coup... Oui, tu peux participer aux événements facilement. Alors, je revendique... sur mon Insta, je le dis, tu vois, je dis Design in Paris by Lily et fait main en Asie avec passion. Donc, je le mets en avant... parisienne, est-ce que je le revendique? Oui et non. Tu vois, pour moi, je suis presque plus du sud que de Paris. Mais bon, c'est quand même mes 2 villes de cœur. Comment les armoires de Paris m'avaient contacté? Je pense que c'était en regardant peut-être d'anciens pop-up ou des choses comme ça. Tu vois, c'est vraiment... honnêtement, je me souviens plus. Est-ce qu'on... Bon, ok, mais intéressant. Et du coup, 2e question, tu m'as dit que tu as été identifié par des boutiques, donc par rebond, une fois de plus, sur Instagram, qui t'ont demandé à te distribuer. Pardon. Ouais. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est, je te donne un exemple, par exemple, Les Impertinentes, donc boutique dans laquelle je suis depuis
boutique parisienne où je suis présente depuis 2017, fait un post et met en avant. Enfin, à chaque fois que j'y vais, tu vois que je fais un réassort, je fais des stories, etc. Olivia me riposte, la patronne. Des boutiques qui la suivent, elle, parce qu'elles aiment bien son univers ou les marques qu'elle propose, se disent « Ah, bah, Lily & Co, ça a l'air assez cool. C'est présent dans la boutique Les Impertinentes. Les Impertinentes, c'est un peu notre univers à nous aussi. Pourquoi pas contacter Lily & Co et lui proposer d'être revendue chez nous ?» Ok, intéressant. Mais l'enseignement, du coup, c'est de demander à tes revendeurs, tes distributeurs... d'insister pour qu'eux, ils te Alors, je l'ai jamais fait, mais... Alors, ils le font naturellement, mais s'ils le font pas... S'ils le font pas, ouais, carrément. Okay. Ou toi, d'être à l'initiative, c'est-à-dire de faire ta story en mettant en avant la boutique qui, quelque part, va aussi te le rendre entre postants, parce qu'elle va le rigrammer ou ouais, Ok, intéressant. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des distributeurs. Il y a de l'influence aussi, mine de rien, complètement. À ce niveau-là. Complètement. Et vraiment, si tu veux, une chose dont je me suis rendu compte, par exemple, il y a quelques années, je crois que c'était vraiment au début, donc c'était en 2017, une boutique au Danemark m'a découvert sur Instagram et m'a proposé. Et en fait, via cette boutique au Danemark, j'ai été présente dans 4 autres boutiques au Danemark. Le truc improbable. Je ne suis jamais allée au Danemark en présentant mes bijoux, tu vois. Donc c'est vraiment, pour ça, Instagram, c'est aussi quelque chose d'assez cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. C'est que donc Julie Pelé, que t'as reçue, qui est une des patronnes d'Instagram Europe. Alors, excellent épisode, effectivement, avec Julie Pelé d'Instagram, qui donne 9 manières de cartonner ses ventes et surtout sa marque, faire cartonner sa marque sur Exactement. Insta. Donc, durant le confinement, Instagram met en place, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tu pouvais taguer une marque qui après, dans une story, et après ça te renvoyait vers cette marque. Donc, elles ont créé un petit onglet, tu vois, un espèce de petit, je sais pas les bons termes, mais voilà. Donc, j'avais tagué Julie, que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois, notamment chez Facebook, en lui disant merci Julie de créer des nouveaux moyens pour les entrepreneurs de se démarquer, particulièrement durant le confinement et durant cette période particulière. Julie m'avait gentiment reposté, c'était en story. Et donc, la directrice de la com de Yves Rocher, qui suit Julie, a vu cette story, a trouvé mes bracelets cool, les avait déjà peut-être vus, tu vois, sur Instagram, mais voilà. Et en fait, en les revoyant à ce moment-là, s'est dit, mais canon, on va contacter la créatrice de Lily & Co pour lui demander si on peut lui acheter 100 Jontao pour les ajouter en petits cadeaux complémentaires pour un de nos lancements produits. Excellent. Pas de rocket science, mais un usage... attentif, intelligent, intuitif aussi, tu vois. Du réseau. Okay. Ouais. Et en plus très aligné avec tes valeurs ou les valeurs de la marque, toujours dans la bienveillance, le sourire, le soleil. Ok, intéressant. Insta Shopping, oui. Alors, tu l'as en place depuis quand ? Depuis le confinement. En fait, tu sais, Insta Shopping, moi, je l'avais demandé quand mon e-shop avait été mis en place via Shopify pour une raison obscure. J'avais été recalée. Alors, je sais pas, il y avait parfois, tu sais, ils analysent des termes, ils ont dû voir des termes qui leur plaisaient pas. Enfin, j'ai jamais trop su. Et en fait, tu pouvais pas vraiment faire appel, entre guillemets. C'est-à-dire que ça te disait computer says no, mais je trouvais pas de moyen de relancer Insta pour leur dire, les gars, mon e-shop, il vend que des bijoux colorés, il y a rien de mal, aidez-moi. C'était sur ma to-do pendant des mois, voire un an. Et durant le confinement, je suis arrivée à ce point sur ma to-do et je me suis dit, bon, je vais quand même trouver quelqu'un sur Insta ou chez Facebook qui va pouvoir m'aider et me dire qui je dois contacter. Je farfouille dans tous les trucs, toutes les pages Facebook. Je trouve en effet le moyen de contacter quelqu'un chez Facebook, enfin vraiment via, tu vois, en gros, j'arrive pas à me connecter à Insta Shopping, aidez-moi quoi. Quelques jours plus tard, j'ai une réponse qui me dit on va lancer un appel à un, et du coup ça a été débloqué. Durant le confinement en avril, si tu veux, ça a été... En fait, grâce à Insta Shopping, ça m'a permis de faire évoluer mon e-shop de façon hallucinante. Ton e-shop en perso, hein. Enfin, pardon, c'est plus Etsy, tu renvoies vers ton... Oui, carrément. Ouais. lilyandco.com. Okay. En fait, c'est vraiment Insta Shopping qui a fait exploser, alors à mon petit niveau exploser, tu vois, au mois de mai, l'e-shop. C'est-à-dire que j'ai fait... pour moi, c'est énorme. J'ai fait genre quasiment 7K de ventes au mois de mai sur l'e-shop. Pas que grâce à Insta Shopping, mais vraiment, ça a facilité de façon hallucinante. Okay. Excellent.
Ouais. Très bien. Donc persister aussi, c'est une des leçons. Bon, on aura encore plein de choses à se dire et je trouve ça hyper intéressant. Moi, ce que je retiens surtout, c'est un, que tu as osé te lancer, que deux, tu as su saisir les opportunités, que trois, tu es une bûcheuse incroyable, parce que faire des marchés, faire des ventes Tupperware, faire des ventes en entreprise, il faut y aller, il faut y être. Tu parles à tes utilisateurs, tu comprends, tes utilisateurs, tes clients, tu comprends tu confrontes tu te confrontes toi-même d'ailleurs à leur avis et puis tu gagnes en confiance. Que tu as osé, ou en tout cas que tu as testé et appris sur plein de manières de vendre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la marque ne dépend plus de toi vraiment. Quand tu es à 60% de wholesale, tu es moins sur le terrain, donc peut-être plus dans le produit ou dans la marque ou dans l'image, mais c'est en tout cas, tu y es toujours. Pourquoi tu as refusé pendant si longtemps de venir ? Alors, je comprends le côté fly under the radar, tu vois, pour vivre heureux, vivons cachés. Toujours. Ta jolie petite marque marche, tu en vis bien, elle se développe, elle t'apporte ce que tu cherches dans la vie, la liberté, le plaisir de faire ce que tu aimes et d'aimer ce que tu fais. Pourquoi ? Écoute, moi j'ai écouté plein d'épisodes du panier et en fait, je me demandais ce que je pourrais apporter. Tu vois, toutes les personnes que tu as reçues, elles ont des parcours d'entrepreneurs assez impressionnantes, entre guillemets. Il y a eu des levées de fonds, il y a eu des chiffres d'affaires de millions d'euros, il y a eu... voilà. Et en fait, je me disais, OK, moi, à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux apporter ? C'était vraiment ça. C'était vraiment, tu vois, mon côté un peu... Alors, j'ai acquis de la confiance vraiment, tu vois, sur toutes ces années, on va dire depuis mon tour du monde. Ça peut ressortir par moments que il peut en manquer un peu. Encore des choses à prouver, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a plein de gros hackers, de dropshippers qui apprennent à créer des lignes, des sources de revenus de quelques milliers, dizaines de milliers d'euros par mois. Je pense que ton histoire, et c'est pour ça que je voulais te recevoir, mais ton histoire peut vraiment être inspirante pour énormément de gens en quête de sens et qui aimeraient bien être juste libres et gagner entre 4, 10, 15, 20 000 euros par mois, mais en faisant ce qu'ils aiment, et que la croissance, la quête effrénée de la croissance n'est pas forcément une raison d'être, quoi. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir enfin installé. C'est quoi la suite ? La suite, écoute, alors Tu vas lever des fonds et faire 10 millions d'euros ? Non, mais en fait, c'est ça la question. Non, la suite, alors, je t'avoue que j'ai toujours eu une vision assez court-moyen terme, de parce que je te disais, en fait, que chaque année, en fait, a été riche en rebondissements de rencontres précédentes, on va dire. Là, la suite, c'est, j'espère qu'on pourra faire des pop-up à Noël, qu'ils seront pas fermés. Donc j'avoue que je suis un peu focus entre guillemets là-dessus. Black Friday, ça te parle ou pas ? Le Black Friday, ça me parle. Alors je fais jamais de solde. Ok. Je fais jamais de solde. En revanche, ce que je fais... La maison a des principes. C'est ça. Je fais jamais de solde. En revanche, ce que je fais durant des périodes que j'estime un peu exceptionnelles, ce que j'ai fait par exemple à un moment durant le confinement, c'est que j'offre, par exemple, tu vas acheter 100 euros de bijoux sur mon e-shop, je vais t'offrir 100 euros de bijoux. Tu vas pas choisir ces 100 euros de cadeau, mais je vais t'offrir 100 euros en remerciement. Donc en fait, c'est comme si je faisais 50%, mais par principe, je ne fais pas de solde. Compris. Donc, what's next ? What's next ? Écoute, what's next ? J'espère 2021 pouvoir retourner à Bali, parce que là, j'y suis pas retournée depuis 1 an. Mais ça arrive à commander quand même. Alors, en fait, aucun problème pour commander mes références existantes. En revanche, j'y vais vraiment 2 fois par an pour travailler sur toutes les nouveautés, le développement des collections, être dans les ateliers avec les artisans pour faire évoluer les protos. Et ça, à distance, j'ai jamais essayé de le faire parce que je sais que c'est très compliqué. Donc, j'espère pouvoir y aller en janvier, février. Si c'est pas le cas, il faudra que j'apprenne à travailler différemment avec eux. Peut-être également me lancer enfin l'année prochaine en janvier et prendre un local, parce que alors, pour la blague, je travaille encore de chez moi. Donc ce serait aussi une step, et pourquoi pas aussi un premier collaborateur, quel que soit son statut. Ce serait vraiment, si tu veux, j'ai à cœur de pouvoir avoir une image sur les réseaux sociaux et sur mon e-shop qui soit plus en lien avec ce que j'ai le sentiment d'être aujourd'hui. Et aujourd'hui,
je prends pas assez le temps de travailler là-dessus, et ça, ce serait vraiment une vraie next step, et de pérenniser, si tu veux, aussi tous mes développements, wholesale, etc. Donc, continue de croître à ton rythme. À mon rythme. En restant libre. Ouais. Okay. Allez, dernière question pour conclure. Qu'est-ce que tu veux savoir faire dans un an que tu ne sais pas faire aujourd'hui ? Attends, je sais pas. Où est-ce que tu te dis je peux vraiment progresser sur... C'est une très bonne question. Je pourrais revenir sur un prochain podcast. Je pourrais te répondre. Nathalie, merci. Merci Laurent. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que c'était inspirant, et en fait j'en suis certain. Mais chers auditeurs, d'ailleurs, dites-le moi. Mais c'était un peu le but. Il n'y a pas que des histoires avec des levées et des millions. Il y a aussi des histoires de quête de liberté, de sens. Et je pense que tu en es un parfait exemple. Et c'est ce que je souhaitais faire avec cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Ouh là là, je vais la refaire en articulant. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, c'est sur lepanier.io. Chaque semaine, j'envoie le récap de l'épisode précédent, mais surtout les principaux apprentissages, 3 chaque semaine, des apprentissages e-commerce qui sont applicables immédiatement. Lepanier.io, inscrivez-vous à la newsletter. La newsletter, c'est tous les mardis matins. Nathalie, merci. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.